12 hommes en colère de Sophie. 12 hommes en colère racontent comment 11 imbéciles accèdent à leur propre humanité grâce à un seul, Henri Fonda, qui prend le temps de les écouter, d'accepter leurs bêtises, leurs erreurs, leurs tristesses, leurs failles. J'avais 18 ans. J'étais partie en Angleterre pour suivre des festivals de hard rock. J'atterris au Pays de Galles avec ma bande. Et là, je tombe sur 12 hommes en colère. Un film dans lequel j'ai plongé avec délice, même si mes potes utilisaient la salle pour ronfler comme des veaux. 12 hommes en colère, de Sidney Lumet. C'est un film qu'on peut regarder les yeux fermés. Au début, tout va très vite. Un jeune homme est accusé du meurtre de son père. Les jurés entrent dans la salle de délibération. Il fait chaud. Impossible d'ouvrir les fenêtres. Le ventilateur est en panne. L'atmosphère étouffante. Les jurés sont pressés. Ils veulent voir le match de baseball à la télévision le soir même. Ils votent en vitesse. 11 guilty et 1 non guilty. 4 minutes de film pour condamner un homme à mort. À l'époque, je marchais pieds nus. Je portais des bracelets de cheville, je détestais tout le monde, j'étais continuellement défoncé. J'entends un des acteurs en chemise blanche. Il dit « What do we do now ?» Et Henri Fonda lui répond « I guess we have to talk ». J'aimais déjà la langue anglaise, mais grâce à ces mots, j'ai eu envie de l'apprendre à fond, de la connaître, de la traduire, de la parler, de la chanter. Dans 12 hommes en colère, Henri Fonda demande à un des jurés pourquoi il pense que le gars est coupable. Et l'autre répond « It's difficult to put into words ». C'est une phrase clé. Elle nous rappelle que si on n'apprend pas à manier sa propre langue, on risque de devenir muet, ou bête, ou méchant. L'injustice est moins un signe de malveillance que la trace de nos faiblesses. Ma mère ne voulait pas d'enfants. Elle ne voulait pas nous voir ou nous croiser dans la maison. Dès qu'on rentrait, on filait dans nos chambres. On n'avait pas le droit de sortir, pas le droit d'amener des potes chez nous. Et comme mon père était militaire, on déménageait sans arrêt. Impossible de se faire des amis. Chaque fois, il fallait les quitter. C'était un déchirement. Je n'avais pas d'autre alternative à la blaireauterie de la caserne que de m'auto-détruire. À 15 ans, j'ai pris ma mobilette, j'ai enlevé mon casque, j'ai foncé sur un camion, mais au lieu de me faire aplatir, j'ai rebondi sur la carrosserie. Henri Fonda ne dit jamais que le jeune homme n'est pas coupable, mais simplement qu'on peut bien consacrer 1 heure de sa vie à une personne qui risque de la perdre. 1 heure pour parler. 1 heure pour découvrir que le juré le plus ignoble, celui qui finit par entrer dans une colère noire, n'a pas vu son propre fils depuis 2 ans. 2 ans sans voir ses enfants, ça suffit pour condamner à la chaise électrique tous les fils prodigues et oubliés de leur père. Il y a une phrase qui m'est restée et à laquelle je pense encore, c'est quand ils sont dans la salle tous ensemble, et l'un d'eux explique qu'ils vont devoir démêler « between facts and fancy ». C'est toute la subtilité de l'anglais. Le mot « fancy » est intraduisible. On le garde à l'esprit pour plus tard, quand on aura enfin les moyens d'exprimer ce qu'on ressent. La parole est une arme plus puissante que la défonce. À la fin du film, le silence se fait brusquement, la caméra scrute les visages les uns après les autres. Tous regardent le dernier, l'irréductible, le méchant, celui qui refuse de déclarer non coupable l'accusé. Alors il crie « Say something, say something !» Et comme les autres ne disent rien, il s'effondre en larmes. Toi, tu as envie de pleurer avec lui, tu as envie de le consoler, tu as des frissons dans tout le corps. Tes potes continuent à ronfler, mais tu t'en moques. Tu viens de découvrir un truc incroyable. Il y a peut-être, quelque part, certaines personnes équipées d'un cerveau et de tripes, des personnes autres que tes parents, des personnes qui, si elles existent, mériteraient que tu les rencontres. Les méchants ne sont pas méchants. La saloperie des hommes est peut-être une façade. Le dernier tango à Paris de Béatrice. Le dernier tango à Paris, j'en avais beaucoup entendu parler. C'était un film interdit, un peu comme Orange Mécanique ou 37 le matin. Donc il fallait absolument le voir. Et c'est ce que j'ai fait. Sur la télé de mes parents, seule, à l'âge de 15 ou 16 ans, ça m'a donné une vraie claque et a changé radicalement l'idée que je me faisais de l'amour. Marlon Brando, la cinquantaine, cheveux hirsutes, manteau élimé, marche sous le métro aérien. On a envie de partager sa douleur, de l'embrasser, de le toucher, de lui être entièrement soumise. J'étais en pleine ébullition.
Je découvrais le cinéma italien, le théâtre, mon propre corps. J'aurais voulu être Maria Schneider, faire l'amour avec un inconnu dans un appartement abandonné du 16e arrondissement, vivre des expériences physiques absolument incroyables, être investi jusqu'à la destruction et la mort. Je pensais que l'amour ne pouvait pas prendre d'autres formes. Dans Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci, Marlon Brando va mal. Il entraîne Maria Schneider dans sa dérive. Ils font l'amour sur le sol, sur les marbres des cheminées, dans les pièces vides. Les volets sont clos. Elle s'engouffre dans cette histoire avec toute sa jeunesse. Il ne la laisse jamais tranquille. À la fin, elle est obligée de le tuer pour se débarrasser de lui. Il y a une très belle scène. C'est quand il la frotte dans la baignoire. Il la lave comme un bébé. Il lui dit « Tes seins sont gros comme des ballons ». Ça m'avait marqué parce que, adolescente, je n'avais pas de seins et j'aurais adoré avoir le corps de Maria Schneider. C'était un de mes fantasmes. Maria Schneider a donné beaucoup d'elle-même dans le film de Bertolucci. Elle a raconté ensuite qu'elle avait mal supporté le tournage, que la scène de sodomie en particulier, celle qui à l'époque a fait scandale, lui avait été imposée et l'avait traumatisée. J'ai utilisé Le Dernier Tango à Paris comme modèle et ligne de vie. Je me suis jetée dans des histoires d'amour très destructrices. D'abord, j'ai aimé un homme plus âgé que moi, qui a voulu me tuer quand je lui ai annoncé que je le quittais. J'ai porté plainte, j'ai été obligée de fuir, j'avais peur. Ensuite, je suis tombée amoureuse d'un toxicomane. C'était un artiste, il était intelligent, original, mais je n'ai pas réussi à lui éviter la prison. Et quand il est sorti de Fresnes, j'ai planté l'homme que je venais d'épouser pour le suivre. J'ai vécu d'hôtel en hôtel, j'étais entièrement sous son emprise. Peu à peu, j'ai dû bazarder tous mes cartons de livres. À la fin, j'étais épuisée. J'ai décidé de tout arrêter. Dans Le Dernier Tango à Paris, Marlon Brando assiste au suicide de sa femme qui s'ouvre les veines au rasoir. Il y a du sang partout, il est au bord de la folie, il n'arrive pas à s'en remettre. C'est un homme brisé et profondément seul. J'aime surtout la manière dont Bertolucci filme Passy, un quartier chic, lointain, qui me faisait rêver. À l'époque, je vivais du côté de Tolbiac. Mon père était surveillant à Sainte-Anne, dans les étages fermés réservés aux fous dangereux. C'est là qu'il a rencontré ma mère. Elle y séjournait régulièrement. Je vivais presque toujours seule, et quand elle revenait à la maison, ce qui était rare, il fallait que l'appartement reste complètement dans le noir. Je lui demandais ce qu'elle faisait. Elle me répondait « J'attends la mort ». Aucun spectateur ne sait exactement pourquoi tel ou tel film le hante. Maintenant, tout va bien. J'ai un mari et 3 enfants. Je n'habite plus le 13e arrondissement. De temps à autre, je reviens, mais c'est juste pour me promener. Ma mère a réussi à se suicider et mon père est parti juste après elle. Le quartier a complètement changé. Je me trimballe du côté de la Cinémathèque. J'ai revu Le Dernier Tango à Paris. C'est un film qui n'a pas vieilli. Je conseillerais volontiers à mes enfants de le voir. Quand on est enfin tranquille avec soi-même, on peut regarder Le Dernier Tango à Paris comme un film d'anthologie. Le retour d'Isabelle. Le retour d'André Zjavinczek commence sur l'image de 3 enfants. 2 frères et un de leurs copains montent sur une échelle pour atteindre une espèce de tour, de plongeoir ou de mirador. Ça se passe sous le régime soviétique. C'est à celui qui montera le plus haut. Le cadet a le vertige. Il se fait traiter de mauviette par les 2 autres. On sent son angoisse, sa trouille. Heureusement, la mère vient le chercher et c'est elle qui le redescend. Au cinéma, on peut pleurer quand on a peur, quand on est ému, quand on est déçu, quand on aime, quand on hait, quand on est en colère. N'importe quel prétexte suffit, puisque l'écran absorbe toutes nos émotions sans rien demander en échange. C'était au MK2 quai de Seine, j'étais seule. Le film commence, et dès que le père emmène ses 2 gamins pour une virée dans la forêt, un père qu'ils ne connaissent pas et avec qui ils vont passer 2 jours pour la première fois, je pleure. Je pleure. Je suis submergée par les larmes. Et là, j'entends une petite voix qui me demande « Est-ce que ça va ?» Et aussi, je sens la chaleur d'une main qui m'attrape. Je trouve ça à la fois désagréable, parce que ça me fait sortir du film, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelqu'un prêt à s'occuper de moi, à m'aider, à me protéger. Dans le retour d'Andrei Zjavinczek, les enfants ne veulent pas partir à la pêche avec le père. Lui ne trouve pas le matériel, mais il s'obstine. Il leur fait peur, il est dur, taciturne. L'aîné se rebelle, alors le père le lâche au bord de la route et s'en va avec le cadet. On voit le gamin sous une pluie battante qui attend le retour du père.
J'ai continué à pleurer, mais je n'étais plus dans ma bulle. Quelqu'un m'écoutait. À la fin, j'avais les yeux boursouflés. Je ne me sentais pas bien dans cette salle. Je voulais savoir à qui appartenait cette voix et cette main juste à côté de moi. C'est un mec, on va boire un pot. Il parle de lui, il est divorcé. Sa séparation l'a beaucoup affecté. À l'époque, je n'avais pas de copain. Je me suis dit que j'allais peut-être rencontrer l'amour. On a échangé nos coordonnées. Comme les salles de cinéma exigent l'obscurité et le silence, elles permettent d'imaginer beaucoup de choses sur les ombres, à la fois celles qui bougent sur l'écran et celles qui, le temps d'une séance, nous entourent. On s'est revus une seule fois. Il est venu manger chez moi à Gare du Nord. Il s'était bien sapé avec son petit gilet sans manches, il ne me plaisait pas du tout. Je voyais tous les signes de la drague. Il s'est un peu prononcé par des gestes en essayant de me toucher et j'ai foutu la distance. Du coup, ça a glacé les choses. Il s'est barré et n'a jamais rappelé. Le cinéma permet d'accorder de l'importance à des corps sans chair, sans odeur, sans goût. Il privilégie les fantômes. À l'adolescence, j'avais un petit copain qui venait le soir coucher dans ma chambre. Je n'effaçais pas les traces. Il les laissait sur la neige. Mes parents faisaient semblant d'ignorer sa présence, mais quand un jour ils ont entendu nos ébats, ça a été la crise. Mon père est entré, mon copain était nu, mon père l'a viré, il m'a dit qu'il m'enverrait en maison de redressement. De toute façon, il avait mis une prison dans ma tête. C'était un homme violent. Il me tabassait, il me terrorisait, il m'obsédait. J'étais obnubilée par ce père. C'était presque incestueux. C'était de la haine, mais on avait une relation très forte. Je ne savais pas comment vivre autrement. Je souffrais énormément, physiquement et mentalement. Le cinéma nous plonge dans des souvenirs que nous avions cru vaincre et qui reviennent. Vers la fin du film, le père prend une barque et conduit ses enfants sur une île. On a l'impression que c'est un lieu qui compte pour lui, un lieu qui explique peut-être sa longue absence, un lieu où il a vécu des moments difficiles. On perçoit derrière sa hargne et sa dureté une douleur qui ne trouve pas à s'exprimer. Ils accostent. L'endroit est inhospitalier, inquiétant, hostile. Un mirador domine le paysage. Le père exige des gamins qu'ils y grimpent pour prouver qu'ils sont des hommes. Les deux gamins résistent, mais finissent par se plier à l'ordre du père. Une fois en haut, ils ne savent plus redescendre. Le père est obligé de monter les chercher, il trébuche sur l'échelle, tombe et meurt. Dans le cinéma comme dans la vie, la présence des mères a souvent l'avantage d'éviter des catastrophes humaines. Une fois, mon père m'avait empêché de sortir. J'ai hurlé, j'ai menacé de me suicider. Ma mère ne disait rien parce que c'était une femme obéissante. J'étais tellement terrorisée que toute rébellion prenait la forme hystérique d'une menace de mort. D'ailleurs, je me souviens très bien, quand je passais sur un pont, je m'éloignais du bord. J'avais peur que par inadvertance, il me pousse dans l'eau et me tue. Les enfants du retour hésitent à laisser la dépouille du père se décomposer à l'air libre. Ils hissent le cadavre sur la barque, quittent l'île et naviguent en direction de la terre. C'est le dernier hommage qu'ils rendent à un homme qu'ils n'ont ni aimé ni connu. Les cinémas russes et américains se ressemblent. Ils n'aiment pas que les pères pourrissent. Ma mère est morte il y a longtemps. Mon père vit seul. On n'a rien à se dire. Il est antipathique. Il ne supporte pas la vie. Il préfère les morts. Il aime que les choses soient rangées. Il astique son téléphone tous les vendredis soirs. Il déteste l'imprévu. Et quand on fait une balade en forêt, il est du genre à me prévenir à l'avance de tous les trous. Sans doute pour que j'évite de me tordre la cheville, mais ça coupe tous les élans. Au cinéma, on pleure quand, malgré la distance et la haine, on se sent encore sous le regard du père. J'ai essayé de comprendre sa souffrance, mais ça ne sert à rien. J'ai arrêté de le voir depuis 6 ans. Je crois qu'il préfère être seul. En même temps, je lui reste fidèle, puisque le jour où j'aurais pu rencontrer quelqu'un dans une salle de cinéma, il ne se passe rien. Je le regrette. Je regrette la chaleur de cette main. Thelma et Louise. Allez, le dernier. Donc, Thelma et Louise d'Annick. Quand j'ai vu Thelma et Louise, j'avais une 30aine d'années, un boulot d'avocate, une grande maison, un mari, des enfants. Le chemin était tracé, j'avais planté mon drapeau. Mais ce qui me manquait, c'était le mouvement, la possibilité du changement, une liberté qui était en train de disparaître. Thelma et Louise, de Ridley Scott, raconte comment 2 amies qui croient quitter leur foyer et leur mari pour un week-end se retrouvent prises dans un enchaînement de faits qui les éloignent définitivement de leur ancienne vie,
les lie l'une à l'autre, les libère. Ce film m'a vraiment donné de la force. Il m'a montré qu'on n'est jamais enfermé dans la vie qu'on a construite, qu'on peut faire d'autres choix, que tout est possible. J'ai décidé à mon tour de devenir plus légère, de ne plus avoir peur de ce qui est grand ouvert, libre, même si dans la liberté, il peut y avoir une part de vide. Quand une femme avoue que Thelma et Louise a bouleversé sa vie, on imagine qu'elle va parler de son rapport conflictuel avec l'autre sexe. Au début du film, Thelma et Louise partent pour une virée au grand air. Elles prennent la voiture, s'arrêtent en route dans un bar, rencontrent un homme. Il drague Thelma au grand désespoir de Louise, qui souhaite repartir et essaye de raisonner sa copine. Finalement, elles boivent, elles dansent, elles s'amusent. Le temps passe. Au moment de partir, l'homme propose à Thelma d'aller prendre l'air et une fois sur le parking, il essaye de la violer. Elle se débat, elle est désemparée, personne dehors, il la frappe, Louise arrive. Il faut rappeler que dans une scène antérieure, on a vu Thelma faire ses bagages, elle ne sait pas s'y prendre, sa valise déborde de trucs et en particulier, elle a emporté un petit pistolet que Louise découvre avec horreur et qu'elle fourre dans son sac en disant qu'il ne faut pas laisser traîner ça. Du coup, quand elle voit sa copine sur le point de se faire violer, Louise sort le pistolet, le type soutient que Thelma est d'accord. Louise lui dit « Mets-toi bien ça dans la tête. Quand une femme pleure, c'est qu'elle ne veut pas. » Le type l'insulte et là, Louise bascule dans une autre chose et elle tire. Quand on a du mal à imaginer que Thelma et Louise puissent raconter autre chose, on a du mal à imaginer que Thelma et Louise puissent raconter autre chose que la veulerie des mâles, leur machisme, leur bêtise, la nécessité absolue de l'équité. C'est vraiment un film sur l'amitié, sur le fait qu'on peut découvrir des choses très fortes avec des gens dont on ne soupçonne pas le passé. Et c'est ce qui advient entre Thelma et Louise. Les événements vont les souder. Elles ont très vite cette espèce de confiance l'une dans l'autre. Il n'est pas question qu'elles ne soient pas solidaires. Elles sont complètement unies. On sent qu'il est impossible que le lien se défasse en cours de route. D'ailleurs, il y a une chose frappante, c'est qu'à mesure que le film avance, elles commencent vraiment à se ressembler, à fusionner, comme s'il n'y avait qu'un seul personnage. On a du mal à concevoir une différence radicale entre le désir de fusionner avec l'autre et le désir de le posséder. Moi, j'ai une sœur jumelle, dont j'ai toujours cherché à me différencier. Je n'ai jamais aimé l'idée de n'être qu'une moitié, sauf quand on était ado. Il nous est arrivé en été de prendre un petit boulot et d'y aller chacune un jour sur 2. Nos employeurs ne se sont rendus compte de rien. C'était pour rigoler, ça n'a pas eu de conséquences. Quand une femme raconte qu'elle a une sœur jumelle, on a l'impression d'entrer par effraction dans son intimité. J'ai fait des études de droit pour défendre la veuve et l'orphelin, mais au lieu de ça, parce que c'était la voie royale, je me suis retrouvée en droit des affaires à négocier de gros contrats pour des entreprises. Un jour, je me suis aperçue que quand je gagnais un contrat, le résultat ne profitait qu'à ceux qui avaient déjà plein de sous, que cela n'avait aucun sens. J'ai décidé que ça ne pouvait plus durer. J'ai quitté mon boulot, j'ai monté une entreprise de commerce équitable qui a périclité. Je n'avais pas droit au chômage, j'ai divorcé, je ne pouvais plus assurer matériellement la vie de mes enfants. Ils sont restés avec leur père dans la maison et moi, je vis dans un ancien garage. C'est pas chauffé, c'est mal isolé, mais je m'en fiche. On a du mal à admettre que Thelma et Louise, un film qui a dû coûter et rapporter des millions de dollars, puisse conduire quelqu'un à la précarité. Le fait de ne jamais être certaine de rien, c'est très positif, même si de temps en temps, l'angoisse me prend. Par exemple, je me suis cassé une dent, je ne peux pas aller chez le dentiste, mais ce n'est pas grave parce que je n'ai aucune obligation, aucune contrainte. Je suis dans une vraie légèreté et c'est ce que j'aime. Thelma et Louise aurait été un film beaucoup plus subversif si le réalisateur, pour se plier à la morale hollywoodienne qui interdit aux femmes d'être heureuses sans leur mari, n'avait pas été contraint de faire mourir les deux héroïnes. Bon, évidemment, la scène la plus marquante, c'est à la fin. Elles sont acculées à 5 mètres du précipice, poursuivies par 200 bagnoles de flics avec des mitraillettes. Et là, Thelma, la plus jeune, et au départ la plus inexpérimentée, prend les choses en main et dit à son ami « Continuons, let's keep going ». La voiture démarre, elle franchit le précipice. C'est évident qu'elle va s'écraser dans le ravin, mais on ne le voit pas. Elles sont au bout de la route et l'espace s'ouvre encore à elles. Elles font le choix définitif de la liberté. Personne ne les arrêtera. La voiture flotte, vole. Elles sont enfin heureuses. Elles ont trouvé une solution définitive et rien ne pourra les séparer. Les spectateurs de Thelma et Louise sont beaucoup plus puissants qu'Hollywood et que les metteurs en scène. Ils savent reconnaître le bonheur et la liberté à travers le suicide et la mort.
Donc, on a entendu quelques expériences très singulières de spectatrices, puisque je crois que dans ce choix, il n'y avait que des spectatrices. Dans votre écriture, c'est un procédé que vous avez eu à plusieurs reprises, comme ça, de recueillir des récits. Là, on touche à des choses extrêmement intimes, voilà, des émotions, des sensations. Comment s'est déroulé ce recueil sinon de témoignages, de récits de spectateurs et spectatrices? Donc c'était une résidence dans un lieu qui est un lieu qui est à la fois une salle de spectacle et une salle de cinéma, et qui m'a proposé donc de rester en résidence pendant 6 ou 7 mois. Et donc lors de cette résidence, on a fait un appel où on a demandé en fait quelles seraient des personnes intéressées par l'idée de raconter quelque chose sur un film qui aurait changé leur vie, puisque j'étais partie sur cette idée qui m'est venue suite au texte précédent, qui est donc le texte Les larmes, et un autre que je n'ai pas lu tout à l'heure, mais qui est un texte qui s'appelle Le vertige, où je parle du rapport que j'ai au film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et donc, en fait, j'ai fait 12 entretiens avec 12 personnes différentes. Et donc, là, ce que vous entendez, c'est des choses. C'est un texte un peu bizarre, puisque, en fait, bien sûr, j'ai enregistré ces personnes et j'ai transcrit tout ce qui m'avait été raconté. Mais ensuite, vous voyez, c'est comme s'il y avait toujours 2 voix dans ce texte, c'est-à-dire comme si il y avait quelqu'un d'autre qui était tout le temps en train d'intervenir et de commenter en quelque sorte ce qui se déroule. Et donc, ce qui était intéressant dans ce projet, c'était... c'est vrai que je fais souvent, en fait, pour écrire mes livres, je commence souvent par des entretiens. Mais là, il y avait une spécificité, c'est que j'avais décidé que, quelle que soit la qualité, si on peut dire, de l'entretien ou la nature de l'entretien, je devrais faire un texte. L'objectif, c'était de me forcer aussi à trouver dans chacune des personnes que je rencontrais de quoi faire un texte, sachant qu'il aurait été plus simple, finalement, quand ça ne marchait pas, parce que des fois, ça ne marche pas, de dire, je laisse tomber, puis je vais faire un entretien avec quelqu'un d'autre. Donc, vraiment de passer un peu plus vite. Et donc ça, c'était un enjeu pour moi, assez formateur, puisqu'il fallait vraiment que dans l'entretien, j'arrive, quelles que soient les résistances, parce qu'il y en a beaucoup, quelles que soient les résistances rencontrées, d'établir le contact, de faire un lien suffisamment fort pour que quelque chose puisse être raconté. Et je dis ça parce que c'est vrai que il y a des gens qui s'adonnent à cet exercice avec plaisir, et d'ailleurs ils sont tous volontaires, mais il y en a beaucoup qui résistent, entre la personne qui s'installe et qui vous dit voilà, moi je suis très contente d'être là, mais je me souviens plus du tout quel est le film qui a changé ma vie. Ou l'autre qui s'assoit et qui vous dit je suis venu parce que j'étais volontaire, mais en fait je crois pas du tout à votre projet, parce qu'en fait ça n'existe pas, il n'y a aucun film qui peut changer la vie de quiconque. Okay. Ou quelqu'un qui vous dit moi en fait je suis venu, mais ce qui m'embête c'est qu'il y a énormément de films qui ont changé ma vie, etc. Donc j'avais comme ça c'était intéressant parce que ça obligeait à aller essayer de trouver le chemin vers la personne. Et je pense qu'on sent un peu dans les textes le fait que c'est une espèce de parcours comme ça, c'est quand même un tâtonnement, et pour celui qui parle et pour celui qui écoute. Alors on sent effectivement aussi les traces de l'oralité, et on sent une très grande attention. Alors peut-être c'était aussi un petit protocole que vous étiez fixé aux conditions de projection. Ouais. Du coup, le film n'est pas quelque chose d'éthéré quand on analyse, bien évidemment, parce qu'il s'agit à chaque fois d'expérience, mais une attention effectivement, avec qui on a vu le film, quand, dans quelles conditions, et peut-être si on l'a revu, puisque c'est autant d'expériences singulières, mais éventuellement aussi autant d'expériences singulières dans la vie d'un même individu. Mais du coup, est-ce que il y avait un protocole comme ça pour extirper un peu les choses? Disons que ça faisait partie. Ça faisait partie aussi du mode opératoire pour entrer en contact avec quelqu'un. On ne va pas tout de suite lui dire alors racontez-moi, dites-moi ce qui a changé dans votre vie, et voilà quoi. Donc d'abord, moi je commençais toujours par le film, et aussi vraiment par, effectivement, comme vous dites, les conditions dans lesquelles ce film avait été vu, parce que souvent c'est très important
dans l'histoire qu'on a avec un film. Oui, parce que dire aussi que beaucoup de gens qui m'ont raconté des choses, les films dont ils parlaient, c'est des films qu'ils ont vus à l'adolescence, souvent. Parce que c'est vrai que c'est une période pendant laquelle on est peut-être aussi plus éveillé à la transformation, au sens où on est déjà en métamorphose, et donc on cherche, en fait, dans le cinéma, on cherche dans le cinéma quelque chose qui va nous donner une direction. Donc, c'était souvent des films comme ça. Et puis, les conditions, c'est-à-dire, est-ce que je le regarde quand mes parents sont pas là? Et donc, il y en a un qui m'a parlé de Massacre à la tronçonneuse, par exemple, qu'il avait vu quand ses parents n'étaient pas là. Donc, voilà, est-ce que je regarde est-ce que je vais au cinéma avec quelqu'un? Est-ce que, il y a la manière dont la mémoire se dépose, elle est aussi beaucoup liée, à des circonstances de ce type, sachant que ce qui m'intéressait aussi, c'était tous les transformations que la mémoire opère dans un souvenir, puisque j'avais pas donné de consigne, mais en gros, l'idée, c'était que les gens n'avaient pas forcément revu le film. Et donc, ce qui me plaisait beaucoup, c'était comment les gens racontent des choses dont ils se souviennent, mais en fait, on constate assez vite qu'en fait, ils se souviennent de choses qui ne sont pas dans le film, parfois. Ils ont un rapport complètement interprétatif. Même quand ils décrivent les scènes, ils les interprètent déjà. On ne peut pas, en fait, décrire quasiment, c'est impossible. On est déjà en train de mettre du sens dans un endroit du film qui est parfois très bizarre. Là, par exemple, dans Thelma et Louise, cette histoire de la fin, qui est une grande scène de liberté quand on les voit. Et c'est vrai, en même temps, mais moi, par exemple, j'étais extrêmement surprise par cette interprétation. Je trouvais ça hyper bizarre. C'est quand même deux femmes qui vont lancer leur voiture dans un ravin, quoi. Oui. Et en même temps, je comprenais ce qu'elle disait. Enfin, ça m'a ouvert quelque chose que j'avais pas vu dans ce film. Donc l'autre, c'est-à-dire comme s'il y avait deux versants toujours dans une scène. Enfin, il y en a sans doute plus, mais brusquement, je me suis dit, mais oui. Et en fait, chaque fois que quelqu'un raconte une scène, il raconte quelque chose de plus ou d'autre, qui n'est pas exactement la scène, mais qui est le rapport qu'il entretient avec cette scène. Et donc, cette chose interprétative, elle est vraiment... C'est très passionnant, parce que c'est quand même une manière de... Moi, j'ai l'impression d'avoir réécrit plein de films qui n'existent pas, en fait. C'est comme si en faisant ce livre, j'avais adapté pour la littérature des films, et qu'en les adaptant, j'en avais fait d'autres qui ne ressemblent pas complètement au film originel. Et au fond, je crois que c'est ça qui m'intéressait, parce que j'avais déjà, avant, écrit un livre sur le rapport qu'on entretient avec la mémoire. J'avais fait un livre sur un personnage qui a une maladie dégénérative du cerveau et qui oublie des choses. Et je crois que c'est lié, en fait. C'est-à-dire, au fond, le fait que quand on voit des films, d'abord, on se souvient de certaines scènes et pas d'autres. Enfin, voilà, déjà tout ce rapport à pourquoi est-ce qu'on se souvient de celle-là et pas celle-là. Et puis comment on transforme les scènes, comment on en ajoute. Et donc je raconte souvent cette anecdote, parce que dans le livre, il y a un texte sur les 400 coups de François Truffaut. Et la femme qui me parlait de ce film, en voyant ce film quand elle avait 13 ans, a décidé de devenir éducatrice. Et donc elle m'a longuement parlé de la scène où Douanel... alias Jean-Pierre Léaud, a une conversation avec l'éducatrice qui essaye de lui poser des questions. Et donc cette femme qui me parlait du film m'a décrit en détail l'éducatrice, sa jupe, ses jambes, sa voix, enfin tout. C'est-à-dire que vraiment elle avait... Et bon, donc moi, j'écoute ce qu'elle dit. Et en fait, quand j'ai revu le film par hasard, je me suis rendu compte que cette éducatrice, on la voit jamais à l'écran. Elle n'existe pas, en fait. Elle est hors champ. On entend sa voix. Hein. Elle est là au sens où on entend sa voix. Mais pendant tout le dialogue entre elle et lui et le petit garçon, on est fixé sur le petit garçon et on ne voit jamais cette femme. Donc ça, par exemple... J'étais tellement en confiance avec ce que les gens me racontaient que j'ai vraiment cru qu'ils avaient coupé une scène sur Arte, quoi. Je me suis dit, c'est impossible, ils ont coupé. Et en fait, non, ils n'ont pas coupé, c'est elle qui a ajouté. Enfin, voilà, et cette nécessité de fiction, cette espèce d'endroit très bizarre entre soi et le film. Par exemple, cette scène-là, qui est la scène manquante, ou l'image manquante, parce que ce n'est pas vraiment la scène manquante. La scène, elle y est, hein.
Ce qu'il n'y a pas, c'est l'image de l'éducatrice. Ça, par exemple, voilà, si on peut comprendre le rôle du cinéma, par exemple, il est exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire la nécessité qu'on a de se projeter. Mais là, je ne sais pas comment on ferait un film avec ça, parce qu'elle se projette dans un personnage qui n'a qu'une voix, oui. qui n'a pas de corps. Et donc, elle a mis son propre corps, j'imagine, dans cette voix. Donc, voilà. Et du coup, dans la composition du livre, donc on a entendu Thelma et Louise, qui est l'avant-dernier récit qui se clôt donc sur les larmes, et le livre s'ouvre donc sur l'expérience de vertigo. Donc vos expériences à chaque fois avec des textes qui ont été écrits bien en amont, voilà, des rencontres avec ces inconnus qui vous ont confié ces expériences. Est-ce que ça peut peut-être se comparer à une expérience de montage de film, dans le sens où vous avez dû composer avec tous ces récits et peut-être des alternances d'expériences très différentes, d'émotions comme ça très différentes. Comment ça se compose si on finit sur l'image, effectivement, la dernière image de Thelma et Louise. Alors ceux qui n'ont pas vu Thelma et Louise, du coup, vous avez aussi la fin spoilée. Mais du coup, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi comparé au cinéma, une alternance quand même comme ça, des émotions? C'est moins complexe qu'un montage de film, parce que là, en fait, j'avais ces textes et ce qu'il fallait, c'était faire en sorte que les textes à la fois se répondent, mais que les émotions qui sont en jeu dans chacun des textes soient pas collées. Par exemple, 2 textes de suite sur les larmes, non, ou par exemple, il y a 2 films de François Truffaut, donc pas 2 films de François Truffaut l'un après l'autre. Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc comment faire en sorte qu'il y ait quand même des hommes. Enfin, il y avait plein de contraintes qui faisaient qu'au bout d'un moment, ça s'est déplié comme ça. Mais c'est vrai que c'était un peu un casse-tête. Et après, j'aimais bien, avant le texte final, qui est donc le texte qui est les larmes, cette image de Thelma et Louise, cette espèce d'image de liberté ou de suicide, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je trouvais que c'était une manière d'ouvrir quelque chose. Et donc, j'aimais bien que ça finisse le livre. Donc, je savais que le dernier texte, ça serait celui-là. Et après, c'est un casse-tête. Mais c'est aussi ça qu'on aime quand on écrit. C'est dans la construction d'un texte. C'est toujours ça. C'est assez intéressant pour l'auteur de trouver comment alterner, comment rajouter une phrase là pour que ça... Ça, c'est un peu, du travail... Mais est-ce qu'il était évident pour vous que vous alliez ouvrir et clore le livre avec ces 2 récits, donc qui sont vos propres expériences de spectatrice extrêmement fortes, qui peut-être aussi ont généré l'envie de ces rencontres avec d'autres spectateurs aux expériences marquantes? Est-ce que ça, c'était évident dès le début, ou est-ce que c'est venu après la nécessité de vous inclure aussi dans ce cercle de spectateurs? Donc les deux textes que j'ai écrits qui ouvrent, épilogue et prologue, sont en fait les textes que j'avais écrits avant. Donc c'est apparu assez vite que d'une part ils étaient le moteur de la suite, et que d'autre part ils allaient encadrer en quelque sorte le processus même qui consiste à faire entrer d'autres voix à l'intérieur du texte, parce qu'en fait, comme vous avez entendu, c'est comme un texte à plusieurs voix, et alors que celui qui ouvre et celui qui ferme sont des textes à une seule voix. Donc comme un texte, on fait entendre une voix, puis ça s'ouvre et puis ça se referme, comme une respiration, une dilatation, puis une rétractation, ou quelque chose comme ça qui m'a paru assez naturel. Oui, moi ce que j'aime énormément dans votre travail, parce que là on est tous un peu rassemblés pour parler d'éducation au cinéma auprès de jeunes, c'est que tout votre travail, y compris dans Toutes les femmes sont des aliens, dans lequel vous parlez d'autres films et de votre expérience personnelle par rapport à certains films, restaure, ou en tout cas affirme la fécondité à la fois de l'émotion et de l'énigme et du mystère dans le cinéma. C'est-à-dire que parfois on voit des choses, on ne comprend pas ce qu'on voit, ça reste. L'énigme au cinéma, il y a toujours... on sait, ça se résout. Mais le mystère, non, ça résiste. Et parfois, la capacité aussi de se révolter contre ce qu'on voit. Je veux dire,
dans Mowgli, vous dites, mais il y a un truc qui déconne là, en fait, on me raconte, on est en train de m'embrouiller avec cette histoire de... Et ça résiste, et vous mettez des années et des années et des années pour comprendre, un petit peu comme dans le film de Laurent Larivière. Il y a le processus pour comprendre, et ce glissement qui vise vers un nouveau mystère. Et en matière d'éducation au cinéma, parfois on a un peu tendance à vouloir qu'ils comprennent. Enfin, on a peur qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils interprètent mal, et parfois on va trop vite. Et c'est souvent des questions que les enseignants nous reviennent en disant « mais non, mais ils ne vont pas comprendre ». Et ça, tout ce travail-là montre à quel point c'est des choses qui sont en suspens et qui ont la capacité de renouveler et d'être créateur et auteur de sa propre vie. Bon, ceci dit, je pense que si on lit Thelma et Louise à certains parents d'élèves, je ne suis pas sûre qu'ils aimeraient envoyer leurs enfants au cinéma, mais en tout cas, c'est assez rassérénant. Merci à vous. Mais c'est vrai que cette histoire de comprendre, c'est pareil en littérature, c'est-à-dire que ça clôt, ça ferme beaucoup en fait, le fait qu'on soit soi-disant obligé de comprendre quelque chose. Et disons, je pense que en fait, l'expérience que j'ai gardée de mon enfance et ou de mon adolescence, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas comprises et que elles ont été très... c'est celles-là, en fait, qu'on a envie de garder en soi pour essayer de les comprendre plus tard, ou de ne pas les comprendre, ou de ne jamais les comprendre. Mais en tout cas, le fait de ne pas comprendre, en tout cas, c'est pas un déficit, par exemple, de quoi que ce soit, en fait. C'est aussi le point de départ de l'imagination, de l'interprétation. Je crois beaucoup, enfin aussi, Toutes les femmes sont des aliens, qui est donc l'autre livre que j'ai écrit sur le cinéma, je me suis beaucoup amusée avec ça, parce qu'en fait, c'est comme si je me suis raconté qu'on pouvait interpréter un film n'importe comment. Enfin, pas tout à fait n'importe comment, mais c'était presque une contrainte de se dire, bon bah voilà, on va décider que les films de Walt Disney sont des films homo-érotiques absolument... c'est indiscutable. Maintenant, il faut le prouver. Donc en fait, ce qui est amusant, c'est qu'au fond, et c'est ça, c'est la puissance de notre capacité interprétative, on est sûr qu'on va gagner, en fait. On est plus fort. Enfin, moi, je dis toujours, je pense que c'est vrai, par exemple, avec Thelma et Louise, c'est un peu ce que je raconte, c'est que celui qui regarde le film, il est plus fort que le réalisateur. Parce qu'en fait, c'est lui qui décide de ce qu'il a vu, et pas... Donc s'il décide que c'est un grand film sur la liberté des femmes, ben, le réalisateur aura beau lui dire « mais non, ça ne marchera pas ». Et même chose avec Walt Disney, si on décide que le livre de la jungle est un grand film sur l'homoparentalité, ben, Walt Disney aura beau essayer de dire que non. Alors évidemment, il faut avoir des arguments. Donc le truc, c'est d'inventer les arguments qui permettent. Donc ça, c'est un jeu... mais en fait, on trouvera toujours des arguments... Alors après, c'est pas pour dire que c'est fait n'importe comment, parce que les arguments que j'ai avancés dans le livre, j'y crois quand même. Enfin, c'est pas non plus n'importe quoi, au sens où j'ai quand même un peu travaillé sur ce que j'avais envie de raconter, mais c'est quand même pour dire que, au fond, notre situation de spectateur, de lecteur, d'auditeur, c'est la position de... On a une forme de toute puissance par rapport à ce qui nous est donné, à partir du moment où on décide de l'exercer, quoi. Et si on dit « je comprends », ben on ne peut pas exercer cette puissance-là. C'est qui est vraiment la puissance de l'interprétation que j'ai aussi découverte. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire l'autre livre. C'est qu'en interrogeant des gens sur les films qui ont changé leur vie, je me suis rendu compte qu'ils étaient dans un délire interprétatif, mais permanent, quoi. Qu'ils ne pouvaient pas raconter un film sans être déjà en train de... C'est normal, parce que je leur avais dit quel film a changé votre vie. Donc c'était un peu la question piège. Et donc à partir de ça, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut produire en fait du sens oui, on peut recréer en fait autrement les films qu'on voit. Et voilà, c'était ça qui était à l'œuvre dans le livre suivant, Toutes les femmes sont des aliens, comme une production d'autres images, comme si je refaisais là aussi, comme si j'adaptais Alien pour la littérature. Et donc ça transforme quand même pas mal Alien. Enfin, on peut.
Alors, peut-être juste avant de vous redonner la parole, juste revenir sur le texte d'origine autour de Vertigo, donc d'Alfred Hitchcock, donc votre expérience qui ouvre le livre. Donc, vous parlez de votre expérience de spectatrice et qui fait écho de façon très marquante à un épisode de votre vie dramatique, puisqu'il s'agit du suicide de votre sœur. Comment est-ce que l'entrée comme ça du film dans votre vie a permis du coup de mettre en récit cet événement, de mettre des mots comme ça sur des émotions d'un point de vue littéraire ou personnel? Est-ce que du coup le film a permis comme ça de pouvoir mettre les choses en mots ou en récit? Je ne sais pas si c'est le film ou si c'est l'activité littéraire, parce que bon... Non, je pense que c'est plutôt le long chemin de la littérature, parce que ça fait quand même un moment que j'écris des livres, et donc il y a plein d'épisodes de ma vie qui sont apparus de manière plus ou moins cryptée dans mes livres plus anciens, et puis petit à petit, en vieillissant, on devient peut-être un peu plus direct, peut-être c'est ça je ne crois pas que ça soit lié au cinéma, mais en tout cas, c'est plutôt à cette pratique de l'écriture et d'essayer d'aller travailler avec ce qu'on est, ce qu'on a vécu. Puisque les gens aussi, voilà, comme les gens que j'ai interviewés, ils m'ont raconté des choses sur leur vie, parfois des choses très, très fortes. Ils ont fait cet effort, en fait. Ils ont fait cet effort où... Ils l'ont pas fait pour moi, hein, je ne me fais pas d'illusions. Ils l'ont fait pour eux. Donc moi, je le fais aussi. Ça fait partie en fait d'une espèce de travail. Et je pense que la littérature, si on ne va pas de ce côté-là, c'est-à-dire si on n'est pas capable d'aller, travailler avec ses propres failles, douleurs, et ben on va pas. Il y a rien qui va sortir de. Ça peut être juste un jeu, mais c'est pas suffisant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas suffisant que ça soit juste un jeu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui engage, en fait, celui qui écrit dans son aventure d'écriture. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime quand je lis des livres, de sentir, en fait, la voix de celui qui écrit et l'engagement qu'il a mis dans son livre. Et bon, il y en a qui le... Voilà, il y a des auteurs qui arrivent à y aller, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, en tout cas, j'essaye de le faire. Alors, peut-être d'autres questions. Je peux aussi préciser qu'il y a un autre court-métrage qui a été du coup adapté d'un des récits, donc un récit autour de la nuit américaine de François Truffaut, justement, un film d'animation de Pierre-Emmanuel Lié qui s'appelle La nuit d'Angélique. La nuit américaine d'Angélique. Voilà, Pierre-Emmanuel Lié qui du coup a fait aussi les petites animations pour le film. Merci beaucoup à Olivia Rosenthal et Laurent Larivière.